C'est parti, on est en direct. Bienvenue à tous pour ce 24e webinaire de la saison 3. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nicolas et Sylvain. Salut. Bonjour à tous. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On est une petite cinquantaine de participants dans le chat. Alors, on va vérifier si c'est OK au niveau des micros. OK, bienvenue. Donc, Amaury, Julien, Jean-Claude, bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous indiquer tout de suite quel est votre degré dans la console d'administration. De genre, jamais fait, je suis administrateur d'un groupe du CAC 40 et c'est mon métier à temps plein. Ou voilà, je suis administrateur malgré moi en tant que dirigeant de mon entreprise. Super important pour qu'on voit un peu le niveau d'utilisation de la console pour le degré des réponses. Puisque là, on va faire vraiment une interview avec deux experts, Nicolas et Sylvain, qui vont se présenter dans quelques instants. Alors, je vais partager mon écran pour le démarrage. Quelques petits rappels sur l'organisation du webinaire. Vous allez recevoir le replay juste après, dès qu'on va raccrocher. Du coup, vous pourrez revoir les notions si besoin. Alors, les webinaires se terminent déjà demain avec la fin du confinement. Ça sera un Google Data Studio demain qui sera animé par Arthur. Et pour le chat, ici en haut à droite, ça sera quelque chose entre vous pour discuter. Et la partie questions, c'est les questions qui pourront s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions à Nicolas et Sylvain plutôt dans la partie questions. Donc, ce qu'on va voir aussi là au niveau des infos, c'est si ça rame, vous appuyez sur F5 chez vous, ça va permettre d'actualiser si ça frise un peu au niveau de l'écran. Voilà, et puis pour le reste, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la logistique avant de démarrer? N'hésitez pas donc dans le chat à indiquer le niveau. Donc, on va prendre un petit peu. Hervé, admin en entreprise. Laurent, débutant sur G Suite, auto-entrepreneur. Vive la saison 4 pour Amaury. On verra l'année prochaine, il n'y en aura pas cette année. Pas admin pour Van, l'administration de l'entreprise. Il y a aussi des administrateurs qui sont dans une mairie, dans une école qui nous suivent. Jean-Claude est un débutant en difficulté sur la console d'administration. Super, Jean-Claude, administrateur débutant d'une asso, etc., etc. OK, merci pour cette partie-là. Alors, une petite présentation d'Ageona. Je vais laisser la main à Nicolas sur cette partie. Oui, OK. Donc Ageona, Nicolas, je suis le fondateur et dirigeant d'Ageona. Je suis accompagné de Sylvain, un de mes associés. Nous sommes partenaires Google Cloud depuis 2010, mais en fait, notre métier, c'est de proposer des solutions en mode SaaS à nos clients, qui peuvent être des entreprises privées, des collectivités publiques, des assos, des écoles. Et donc, dans ce catalogue, on a Google en fer de lance. On a toujours l'habitude de dire que l'offre Google est l'épine dorsale du système d'information cloud de l'entreprise. Mais ensuite, on vient y adjoindre des services complémentaires. Par exemple, dans la galaxie Zo, on va parler de CRM, on va parler de campagne marketing, on va parler de helpdesk, ce genre de choses. L'UMAPS, qui est la surcouche bien connue d'intranet, réseau social d'entreprise, en surcouche de Google. Et Ring Central, qui permet de faire de la communication unifiée et de la téléphonie dans le cloud. Aujourd'hui, on a à peu près un parc de 100 clients actifs. Notre zone de confort, on va dire que c'est quelques centaines à quelques milliers d'utilisateurs, notre panier moyen. Et on est reconnu, je pense, pour avoir une réelle expertise technique sur les outils Google Workspace. Donc, ça fait 10 ans qu'on pratique. On a eu l'occasion, dans les débuts, d'intervenir en sous-traitance pour des gros partenaires Google sur des déploiements à plusieurs dizaines de milliers de comptes. Ça nous a permis de faire nos armes et d'affirmer notre expertise. Aujourd'hui, on fonctionne plus que 100% en production propre avec nos clients en direct. OK, merci. Top. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça fait 10 ans que je vous recommande. Et effectivement, je confirme cette technicité sur tous ces sujets-là et aussi la console d'administration. J'ai eu la chance de suivre une formation cette semaine avec Sylvain de demi-journée sur la console. C'était vraiment puissant pour y passer des jours, voire des semaines, tellement elle est complète et pertinente. Et on a vraiment beaucoup parlé sécurité aussi, et c'est très, très bien. Alors, juste une première question, Nicolas, c'est quoi l'intérêt d'avoir un revendeur? Parce qu'il y en a beaucoup ici qui sont peut-être en direct chez Google. Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir un revendeur et quelle est la plus-value d'un reseller? Alors, la plus-value, il y a beaucoup de plus-value. Déjà, on est fort sympathique. Non, ensuite, ça vous permet d'avoir vraiment un contact identifié avec qui discuter quand vous avez une problématique. Ça peut être déjà en amont sur la partie licence.
quand vous êtes en direct avec Google, vous laissez votre numéro de carte bleue et vous achetez votre licence. On a vu le cas récemment où G Suite Basic Business a été renommé en Workspace avec des déclinaisons commerciales qui ont complètement changé. Le business d'hier n'est plus le business d'aujourd'hui. Donc évidemment, nous, on sait apporter du conseil et vous orienter et vous guider pour prendre la bonne décision. Par exemple, en tant que partenaire, on va être capable de pouvoir mixer les types d'abonnements au sein d'un même environnement G Suite. Sur des gros volumes et des capacités d'engagement sur plusieurs années, on est capable d'aller chercher des coûts, des réductions, des promotions chez Google. Donc tout ça, évidemment, vous l'aurez jamais si vous êtes juste en direct avec Google, où c'est compliqué de parler à quelqu'un. Puis évidemment, la plus grosse plus-value, c'est d'avoir un partenaire qui vous accompagne au quotidien sur de la prestation, ça peut être de la prestation technique, ça peut être de la veille, du conseil, mais aussi des prestations de formation et d'accompagnement au changement. Et là, on a souvent l'occasion de travailler ensemble avec Thierry, évidemment, sur ces sujets. Yes, donc du coup, ça coûte pas plus cher d'avoir un revendeur et on est mieux conseillé. Non, le prix est le même. Que vous achetiez vos licences chez un revendeur ou en direct chez Google, pour vous, le prix est le même, voire il est plus intéressant. Et voilà, c'est tout bénef. Cool. Et en plus, ça permet d'avoir une console administration super bien réglée, ce qui est le sujet du jour. Donc, l'objectif là, c'est d'avoir des réglages importants à vérifier pour être au top de la sécurité. On n'a que une quarantaine de minutes ensemble, donc on ne verra pas tout. Mais au moins, si on a conscience de ces sujets-là, on est déjà mieux. Alors, première question, est-ce que c'est pertinent de nommer plusieurs administrateurs et quelles sont les possibilités ? Ouais, je vais prendre cette question. Donc bonjour à tous, Sylvain. Donc pour ma part, je suis effectivement l'homme peut-être un peu plus technique dans la bande. Donc est-ce qu'on peut nommer plusieurs administrateurs de cette console? Oui, on peut le faire. Après, on a plusieurs niveaux d'administrateurs qu'on peut définir. En fait, par défaut, on va être super administrateur dans une console. Donc c'est génial, on a accès à tout. C'est génial, mais plus on va avoir de super administrateurs, plus on va abaisser le niveau global de sécurité. Il en faut quelques-uns, mais il faut bien être conscient de ce que ça sous-entend. Un super administrateur, effectivement, comme tu le montres, Thierry, un super administrateur, par exemple, il faut savoir que comme spécificité, c'est qu'on a accès à tous les agendas. C'est vraiment le seul détail en super admin qui ne soit pas tracé dans la console, sinon chaque action est tracée. Mais un super admin aura accès à même les événements privés. On va masquer des événements, etc. On est dans un membre du CODIR et on va cacher ces événements. Ben non, en fait, on est super admin, on a absolument accès à tout. Effet de bord également, on peut accéder à Google Vault de façon tracée, mais potentiellement, on a accès à tous ces services, on a accès un petit peu aux clés de la maison. La plupart des choses sont tracées, sauf les agendas. Mais surtout, on a les paramétrages techniques et tout. Donc, tout ça, c'est un petit peu délicat de nommer plusieurs super administrateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement dédier, par exemple, quelqu'un qui va être tout à fait pour le centre d'assistance. Le helpdesk, quelqu'un qui va répondre, qui va changer les mots de passe des utilisateurs, qui va dépanner. J'ai un message qui me dit attention, il y a une collection un petit peu qui est impossible, contactez votre administrateur parce que je suis en confinement, j'ai changé d'habitude d'authentification. Donc, on a le message classique qui nous empêche de nous authentifier. Tout ça, ça va dépendre de plein de paramètres dans la console, mais globalement, ça a dû vous arriver ou à vos utilisateurs. Et la méthode, c'est de désactiver les questions à l'authentification, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas forcément votre super administrateur qui va faire ça. Plus la structure va être grosse, plus on va nommer de profils administrateurs qui vont être dédiés. On va avoir comme exemple, effectivement, donc, le profil d'assistance. On pourrait avoir un utilisateur qui va gérer donc, le DPO, par exemple, qui voudrait accéder à tout ce qui est Vault, donc tout ce qui est enregistré dans ce qui est entrant et sortant côté mail ou fichier Drive, donc vraiment tout ce qui est archivage légal de l'entreprise. Donc ça, c'est la version business actuellement, et maintenant, ça devient le Workspace Business Plus. Il va falloir commencer à s'y faire. Donc ça, les DPO, typiquement, ils ont besoin d'accéder à ça. Par contre, ce ne sont pas des profils techniques. Ils n'ont pas du tout besoin d'accéder à la console avec un accès complet. Donc, ma recommandation, ce serait de définir plusieurs profils administrateurs. Et plus le groupe va être important, plus on va avoir une segmentation en fait, de nos utilisateurs par ce qu'on appelle des organisations, donc des unités organisationnelles. Donc, on segmente, par exemple, le service administration, le service commercial, etc. On a plusieurs strates, ou alors, quand on est dans une multinationale, on va avoir par pays. Et bien, on va pouvoir dédier des administrateurs qui vont s'occuper de seulement certaines organisations et donc gérer une partie des utilisateurs. Donc, vraiment, selon la taille de votre structure,
vous allez pouvoir décliner plusieurs profils administrateurs. Sylvain, une petite question, et on m'indique que ton son il est un petit peu faible. Si tu as un petit réglage possible de ton côté, c'est top. Ouais, voilà. Pardon, Juste comme ça, c'est top. Ce sera un réglage comme ça. Voilà, super. Alors, question de CC. On est en période de Covid. Peut-on nommer un administrateur de secours, c'est-à-dire pour pallier au décès du boss, par exemple? Alors, en fait, l'administrateur de secours, c'est-à-dire qu'on va le nommer dès le départ, en fait. Ça va pas être un... Enfin, oui, on peut nommer quelqu'un. Effectivement, on va faire dans les rôles de l'administrateur, on va ajouter la personne. Mais du coup, administrateur de secours, ça veut dire que clairement, si on donne un accès super admin, il faut que ce soit quelqu'un qui soit formé parce que il y a vraiment énormément de paramètres très techniques. On a accès à toute la gestion de la flotte mobile, la gestion des flux de messagerie, ça, c'est crucial. Donc, au moins un transfert de compétences de ce côté-là. Yes, on va passer sur la question 2. Alors, il est possible d'ouvrir ou fermer des applications. On a déjà des entreprises, par exemple, qui vont pas utiliser, je sais pas, le Drive ou l'agenda. Et quelle est la différence, Nicolas, entre service Google Workspace et autres services Google? Ça se passe dans la console. Ici, moi, je débute et puis je sais pas trop ce qui se passe là-dedans, par exemple. Voilà, effectivement, sur cet écran-là, on a deux grosses parties, les services Google Workplace et autres services Google. On pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas tout mis au même endroit. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre les services qui sont sous contrat quand vous souscrivez un abonnement professionnel chez Google, un abonnement payant, et les autres services que vous avez le droit d'utiliser par la bande, on va dire. Donc, ce qu'on appelle les core services, les services sous contrat, ça va être, si tu les affiches, effectivement, la partie mail, Drive, Meet, Chat, Site, etc. Donc, c'est la douzaine de services principaux. Et là, vous êtes sous contrat. C'est-à-dire que vous avez la garantie de disponibilité du service à 99,9. Vous avez accès au support. On suppose que Google va avoir une roadmap et une feuille de route claire, clairement établie. Tout ce qui concerne la sécurité, la confidentialité de vos données, le RGPD. Voilà. Donc, ces outils-là, on est dans les clous. Autre service Google, attention, petit warning qui s'allume, vous pouvez vous en servir avec votre compte pro, mais on est hors contrat. Et il y a des services où ça peut être un petit peu tendancieux. Par exemple, Google Photos est dans la section autres services. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de stocker mes photos d'entreprise dans Google Photos ou plutôt dans Google Drive, qui lui est du bon côté? Donc là, il y a un sujet. Si on prend Google Classroom, il fait partie des core services quand on est en Google Éducation, et il fait partie des autres services quand on est en Google Entreprise. Donc voilà, il y a ce genre de petites subtilités. Nous, notre recommandation, c'est plutôt de fermer par défaut tous les autres services Google et de les rouvrir à la demande et quand c'est justifié. Par exemple, on peut comprendre qu'un service marketing ou communication ait besoin d'avoir le service Google Analytics pour gérer les statistiques de son site web, mais on va ouvrir ce service-là uniquement aux gens du service marketing. Et donc là, on peut s'appuyer soit sur les OU dont parlait Sylvain, soit sur des groupes. On peut très bien ouvrir une application pour un groupe de personnes uniquement. Yes, donc c'est possible sur chacun des services, voilà, d'ouvrir ou fermer par OU ou par groupe, que ce soit les core services ou les autres services. Il faut être conscient de ça, quoi, le fameux contrat. Cool. Alors, la gestion des mots de passe, un gros sujet. Qu'est-ce que la double authentification, Sylvain? Les possibilités, la recommandation? Est-ce qu'il y a des petites choses en plus de type matériel qu'on pourrait rajouter pour ajouter la sécurité sur son compte? Yes. Alors sur ce sujet, c'est très simple. Dans la console d'admin, on a la possibilité déjà dans un premier temps de gérer la complexité des mots de passe. Donc ça va être dans la sécurité et gestion des mots de passe. Donc là, on va pouvoir définir une taille minimum, des choses comme ça. Bon, ça c'est un premier niveau. Par contre, effectivement, la recommandation clairement ultime, c'est de diffuser la double authentification pour tout le monde. La double authentification, c'est quoi? C'est, on va avoir un couple login-mot de passe. On est bien d'accord qu'un mot de passe, empiriquement, on peut essayer de deviner un mot de passe. Par contre, on peut deviner ou l'attaquer force brute, etc. ou par n'importe quel moyen. Il y a plein de moyens d'obtenir des mots de passe, mais admettons, le meilleur moyen de sécuriser tout ça, c'est de... En fait, dès qu'on va utiliser un nouveau matériel, quand on a activé la double authentification, ça va nous demander un code complémentaire. Ce code complémentaire, ça peut être la forme d'un SMS, ça peut être la forme d'un message oui/non sur notre smartphone. Est-ce bien vous qui êtes en train de vous authentifier? Ou alors, ça peut être, donc il y a plusieurs méthodes, et il y a aussi, donc maintenant, c'est les clés donc U2F, ou alors on a aussi, j'ai ça aussi, ce qu'on appelle les clés, donc il y a des clés comme ça, qui sont fournies en l'occurrence par Google, des clés Titan. Donc on revient au principe un petit peu des clés RSA, etc., qu'on avait auparavant, mais
Dans le principe, il n'y a pas plus sécurisé. C'est le niveau ultime en sécurisation, ça va être ces petites clés. Ces petites clés, ce qu'on va nous opposer, généralement, quand on y dit double authentification, c'est oh là là, si en plus, il faut que à chaque fois, je suis obligé de rentrer mon second code, mais en fait, c'est une fausse excuse parce que ça rajoute un niveau de sécurité qui est énorme, très clairement. Et donc, vraiment, dès qu'on change de matériel, ça va nous demander cette authentification. Mais après, on va être tranquille si on valide le fait que ce navigateur-là, il est validé avec cette clé, c'est mon poste, eh bien, OK, je ne serai plus embêté avec ça pendant, je ne sais pas, 15 jours. Donc, dans le principe, ça rajoute quasiment rien en complexité et ça ajoute beaucoup de sécurité. Donc, il y a la double authentification et d'un autre, le programme encore plus, c'est vraiment pour ce qu'on va dédier donc, au VIP et personnes un peu vraiment potentiellement qui ont accès à de la données d'entreprise très, très importante. Il y a le programme de protection avancée de Google qui a une possibilité dans la console d'admin qui va nous obliger à utiliser ça, ce genre de petites clés. Et en plus, qui va nous sécuriser notre navigation quand on va être dans nos profils Chrome. Donc, on télécharge une pièce jointe, enfin un document qui est un peu suspect, ça va automatiquement nous empêcher de le faire. Donc, c'est des choses qui sont un peu pré-packagées et qui sont très puissantes pour faire ça. En tout cas, s'il faut retenir une chose, c'est double authentification en cette période, d'autant plus si c'est le meilleur moment pour essayer de le diffuser à le plus de personnes possible. Pour moi, ce serait en fait tout le monde en fait. En priorité IT, enfin toute l'équipe informatique, et puis après les VIP, et vraiment tout le monde, ce serait formidable. Est-ce que tu as une petite astuce j'ai la réponse, on l'a vu cette semaine en formation, pour les boîtes qui utilisent des boîtes génériques, c'est-à-dire ils sont plusieurs sur la même boîte, par exemple comptabilité, nom de domaine.fr, et du coup il y a un petit problème de double authentification quand plusieurs personnes doivent accéder à cette boîte, qui n'est pas en délégation, puisqu'il faut accéder au drive, à l'agenda, etc. de cette boîte. Ouais, alors s'il y a vraiment cet usage, dans ce cas-là, autant configurer complètement des clés. Savoir qu'une clé, donc U2F, ça peut être utilisé pour plusieurs comptes, pour sécuriser plusieurs comptes, mais en plus, chacun peut mettre sa clé en plus dans un même compte. On va dire si c'est un compte partagé, donc ce qui n'est pas spécialement la meilleure pratique au monde quand même, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, on peut quand même cumuler chacun la clé. Ça veut dire qu'au moins, quand on se connecte avec une double authentification, ce n'est pas la personne qui a rentré son numéro de téléphone qui à chaque fois va recevoir le SMS, quoi. Et comme ça, on est tranquille et on l'utilise de façon sécurisée aussi. Et à savoir, petit détail, de la double authentification, on a un moyen de le diffuser simplement par la console. On peut le phaser. On peut dire, voilà, vous avez un mois pour vous enrôler dans la double authentification. On peut y aller tranquillement pour les utilisateurs. C'est sympa. Cool, merci. Question pour Nicolas au niveau de la messagerie. Comment garantir un flux de mail propre, entrant, sortant? Est-ce qu'il y a des petits réglages sympas à faire dans la console? C'est plus que des petits réglages, c'est un vrai challenge. Donc on va dissocier les deux. Sur le flux de mail sortant, comment faire en sorte que quand j'envoie un mail, ça ne tombe pas en spam chez les autres et que le mail soit bien distribué. Donc là, on va utiliser des gros mots, mais on va parler de SPF, de DKIM, de démarque. Si c'est des sujets qui vous sont complètement étrangers, il faut absolument regarder de quoi il s'agit. En deux mots, SPF, c'est juste une entrée dans vos DNS publics qui vous permet de lister tous les serveurs de messagerie qui sont habilités à émettre des emails en votre nom, au nom de votre société. Donc évidemment, ça va être les serveurs de Google si vous utilisez G Suite, mais ça peut être aussi des serveurs internes liés à des applications métiers ou à des matériels qui envoient des mails. Donc là, il faudra mettre les adresses IP publiques de vos différents sites susceptibles d'envoyer des mails. DKIM, on va parler d'authentifier l'émetteur du mail pour être sûr que la personne qui écrit est bien celle qu'elle prétend être. Démarque, on va se protéger contre l'usurpation de domaine, éviter que quelqu'un envoie un nom avec votre @ nom de domaine à vous, en se faisant passer pour l'un de vos collaborateurs, par exemple. On va parler également des systèmes qui envoient des mails, les applications métiers, les scanners, les imprimantes, etc. Quand ça fait du scan to mail, par exemple, on peut se servir des serveurs de Google comme de relais SMTP. Et là, on a des paramètres bien spécifiques à faire pour régler ce fonctionnement-là, et que Google ne se considère pas comme attaqué et qu'on cherche à faire du relais de manière mal intentionnée, mais que c'est bien du relais normal qu'on a déclaré et qu'on a paramétré comme il faut. Dans la console d'admin, on trouve également les traditionnelles listes blanches, listes noires pour autoriser ou bloquer certaines adresses mail ou certains domaines Internet indésirables, par exemple. Et puis, dans les paramètres Gmail avancés, il y a un écran qui est assez méconnu, mais qui est pourtant très important.
paramètre de sécurité avancé sur Gmail qui permet de se prémunir sur tout ce qui est pièce jointe frauduleuse, par exemple. Si je reçois une pièce jointe chiffrée, ça veut dire que l'antivirus n'a pas pu faire son travail de regarder ce qui se trouvait à l'intérieur, mais on va pouvoir définir, nous, l'action qu'on fait quand on détecte un mail de ce type-là. On peut le rejeter, on peut le mettre en quarantaine, il y a différentes actions possibles. On peut également analyser les liens et les images qui sont contenus dans un mail. Et si le lien cherche à m'envoyer vers un site frauduleux, j'en serai informé et ça pourra bloquer l'accès. On peut être protégé contre le spoofing, toujours pareil, usurpation d'identité. Donc cet écran est un peu trapu, mais il vaut le coup de s'y pencher. Il est vraiment important pour mieux sécuriser le flux Gmail entrant et sortant. Ouais, quelques heures de réglage, mais on y gagne beaucoup en sécurité et en sécurité. Et puis en délivrabilité des messages aussi. J'imagine, on n'a pas le bandeau orange message suspect qui arrive, comme pour la newsletter que je dois finir de configurer d'ailleurs. Alors, Google Groups, point de vigilance, c'est pour qui? Je sais que Nicolas, tu es fan aussi du sujet, mais ça sera pour Sylvain. Polyvalent. Mais on aime bien tous les deux. C'est un Google Groups. Quand on va faire un audit de console, c'est presque la première chose qu'on va aller vérifier. En fait, il faut savoir que historiquement, Google Groups, c'était juste là. Maintenant, ils ont fait un joli travail de synthèse, faire des jolies choses et qui sont en plus plutôt simples à utiliser et qui sont parlantes. C'est-à-dire que c'est écrit en français et on comprend ce que ça veut dire. Ça, c'est merveilleux, mais c'est assez récent au final. Donc, on pouvait très facilement, si on n'avait pas de script pour créer ou si on n'avait pas de synchronisation avec des outils qui synchronisent l'annuaire et les groupes, si on crée à la main des groupes, on pouvait très bien facilement faire des groupes qui étaient par exemple des groupes pas très sensibles comme comptabilité ou comité de direction, etc. et qui avaient des paramétrages qui faisaient en sorte que tout le domaine, à partir du moment où on avait accès à Groups for Business, donc l'interface groupe, et qu'on savait faire une URL, c'était vraiment il ne fallait pas être un fou de techno pour trouver ça. On pouvait accéder donc à l'historique de tous les mails des groupes. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant afficher les conversations. J'ai plus en tête quelle était l'appellation avant. Ça devait être afficher les sujets, il me semble, ce qui voulait pas dire grand-chose. En fait, c'était l'appellation pour un forum. Le problème, c'est qu'un forum de discussion ou un groupe ou une liste de distribution, tout est un petit peu mêlé à partir du moment où on active le fameux service Google Groups for Business. Et c'est un petit peu dommage, c'est que du coup, en faille de sécurité, c'était juste assez monumental. Donc, ok, ça partait pas à l'extérieur, mais bon, niveau confidentialité dans une organisation, c'était moche. Donc, ma préco, si jamais vraiment, donc dans les grands groupes, je m'en fais pas beaucoup parce qu'il y a des mécanismes de synchro qui sont mis en place, on a plein de moyens là-dessus, mais plus on va avoir une taille où on va gérer à la main, dans ces cas-là, ma préco, c'est de commencer par accès limité et après, on va ouvrir au fur et à mesure les coches. Parce que par défaut, là, on voit qu'il nous met là d'ailleurs en public. Si tu coches Thierry, accès limité, déjà, on sécurise. Ça veut dire que si on fait ce type de groupe, ça veut dire que c'est un groupe où on ne peut afficher les membres que si on est déjà membre de ce groupe. On ne peut afficher les messages donc par le mode forum, enfin web, uniquement si on fait partie aussi des membres. Et on ne peut écrire à ce groupe que si on fait partie des membres. Donc, la plupart du temps, ce sera plutôt des groupes auxquels on pourra écrire depuis l'ensemble de l'organisation, on est bien d'accord. Pareil pour l'affichage des membres, ce sera plutôt la règle, mais voilà, on préfère toujours partir du plus sécurisé et ouvrir à la demande plutôt que risquer de faire une bêtise et surtout l'affichage des conversations qui est vraiment un mode, ce qui est un piège. Maintenant, c'est un peu plus clair quand même, il faut avouer. Cool, merci. Bon, on est à peu près à la moitié. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à indiquer dans le chat. Il y a aussi pas mal de questions qui arrivent. On prendra quelques minutes à la fin pour revoir toutes les questions. Alors, une question pour Nicolas. Comment limiter le partage des documents avec l'extérieur? Imaginons, on est dans un grand groupe. On n'a pas envie que le partage soit possible avec l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne pratique? Comment ça se règle? Nicolas. Oui, donc, effectivement, dans la console d'administration, dans les paramètres application Google Drive, on peut gérer les paramètres de partage en externe. Et là également, on peut le faire par OU, c'est-à-dire que la règle n'est pas forcément la même pour tout le monde. On peut avoir des utilisateurs à qui on l'interdit, d'autres à qui on l'autorise. Donc globalement, ce qu'on peut faire, c'est l'interdire. C'est jamais une bonne idée d'interdire des choses. Si quelqu'un a besoin de partager un fichier, il trouvera un autre moyen. Donc autant qu'il utilise Google Drive qui est sous contrôle, plutôt que d'aller ouvrir un WeTransfer ou un Dropbox et de faire du shadow IT.
Ce qu'on peut faire en manière intermédiaire, c'est dire, OK, je l'autorise à partager, mais uniquement sur des domaines que je vais mettre en liste blanche. Donc, il faudra que les personnes en face aient un compte Google qui soit associé à des domaines pour que je puisse lui partager le document. Ou alors, on peut partager de manière plus ouverte en disant, OK, j'autorise le partage en externe. Et là, on peut dissocier uniquement à des gens qui ont un compte Google en face, à n'importe qui, y compris s'il n'a pas de compte Google. Donc ça, c'est une nouveauté qui est arrivée il y a quelques semaines, le mode visiteur, le code pin sharing, qui permet en fait de partager un document à n'importe quelle adresse email. Simplement, si la personne n'a pas de compte Google, elle devra se vérifier par un code qu'elle va recevoir par mail. Et donc, ça permet un accès plus sécurisé au document. Puis enfin, la dernière technique, c'est de partager par un lien le document. N'importe qui disposant du lien pourra y accéder. Et là, effectivement, il faut être vigilant par rapport à ce bouton radio puisque quand on dit partage par un lien, ça autorise aussi le partage en mode public. Et qui dit public dit document indexé par les moteurs de recherche et qu'on peut retrouver après sur Internet. Je crois que tout à l'heure, il y a une question par rapport au journal d'audit, où on reparlera de ce sujet, puisque voilà, le journal d'audit va vous permettre d'identifier est-ce que j'ai des documents partagés en public, est-ce que j'ai des documents partagés par un lien, et de pouvoir avoir des actions par rapport à ça. Donc, il y a de la souplesse par rapport à ça. Merci, merci. Alors, on parle maintenant d'applications tierces, Marketplace, Drive SDK, du complémentaire. Est-ce que c'est nos amis pour l'Asie, pour enrichir l'expérience des Google Docs, par exemple Sylvain, c'est pour toi. Ouais, alors moi je ne m'engagerai pas pour la vie concernant ça, mais c'est parce que bon, j'ai aussi une petite partie développeur en moi et dans le principe, en fait, Marketplace, Drive SDK, etc., toutes ces applis, ça ne veut pas dire parce qu'elles sont sur la Marketplace qu'elles sont totalement sécurisées. Oui, il y a une première passe de validation, etc. Oui. Par contre, en vrai, quelles sont les informations qu'on partage vraiment avec l'éditeur du module? Moi, on conseille toujours, en tout cas chez Ageona, de verrouiller au maximum et de n'autoriser que les listes blanches sur la Marketplace. Alors, on n'est pas super sympa, effectivement, ça ne correspond pas à tout le monde là-dessus. On aimerait bien installer un petit peu tout ce qu'on veut dans le Drive, mais par exemple, donc n'importe quelle appli qui est sympa, qui va ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas là par défaut. Donc ça, c'est vrai. Il y a des manques, mais en fait, on ne peut pas sacrifier de la sécurité par rapport à des manques fonctionnels. Donc, ça peut être des remontées, ça peut être des développements internes, etc., qu'on va publier sur la marketplace privée. Là, on va être tranquille, on va être maître du code et on va vraiment être maître de ce qui rentre et sort dans l'entreprise. Mais on a aussi, donc, on a plein de moyens pour gérer ça et que ce soit un petit peu pas trop violent non plus. C'est-à-dire que par exemple, le Drive SDK, c'est une petite option, toute petite option dans la console d'admin et ça a un grand pouvoir. L'air de rien, si on désactive le Drive SDK, ça a quoi comme implication? C'est que ceux qui font du script, par exemple, ne pourront plus utiliser tout ce qui a des liens avec le Drive. Donc, je ne pourrai plus déplacer le fichier de façon automatique et autres. Donc, ça peut être super contraignant, je suis d'accord. D'un autre côté, on gagne en Shadow IT qui est un petit peu minimisé, donc ça fait plaisir aux informaticiens. Et on est surtout sûr de ce qu'on va autoriser. Ça veut dire que si on a besoin de faire un développement interne et qu'il soit utilisé, eh ben, il n'y a pas de problème, on va le publier sur la Marketplace. Et nos développeurs, le temps qu'ils publient, eh ben, on va leur donner un accès à ce fameux Drive SDK et il n'y a pas de problème. Donc, on a plein de moyens pour sécuriser un petit peu tout ça. On a des moyens de filtrer les accès aussi des applications, parce qu'on n'est pas obligé d'être aussi radical. Et je sais qu'il y a même des grandes entreprises qui ouvrent beaucoup plus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'on peut segmenter le niveau d'accès. Donc, par exemple, l'accès au Drive, eh bien, on peut autoriser l'accès au Drive, mais par des applis tierces, mais juste de façon limitée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se faire passer pour n'importe qui et juste tout télécharger en masse ou envoyer des mails de la part de la personne. Voilà, on a des moyens de régler ça au cas par cas. Tout en bas, Thierry, tu as aussi les API. Et effectivement, ah oui, non, là on est dans Drive Docs, pardon, c'est dans la sécurité. Mais bon, on a plein de choses pour réguler au maximum. Encore une fois, si c'est pas parce qu'il y a un besoin fonctionnel qu'il faut absolument le faire. En général, ça va passer par le RSSI qui a cette lourde tâche d'auditer la validité du prestataire qui vous
fait cette appli. Parce qu'il y en a des super, hein, je vous assure. Et il y en a même que Google valide, en l'occurrence. Alors, si on prend un petit exemple, là, j'ai pris le premier outil de fusion d'étiquettes. Quand je souhaite l'installer au niveau des autorisations, donc là, je vais faire installation individuelle, il me demande un certain nombre d'autorisations. Est-ce qu'on peut déchiffrer un petit peu cette fenêtre et qu'est-ce que ça implique quand on autorise des modules complémentaires comme celui-ci? Par exemple, quand je vois afficher, modifier, créer, supprimer des fichiers dans mon Drive, c'est un peu flippant. Qu'est-ce que techniquement peut faire le développeur qui est derrière, par exemple? Potentiellement, exactement ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire que là, ce n'est pas restreint uniquement à l'usage, par exemple, d'une appli qui va utiliser les fichiers auxquels on l'accède. Ce n'est pas depuis un Google Sheets où je vais utiliser ça et ça ne va accéder qu'à ce Google Sheets. Là, potentiellement, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on va utiliser le produit. S'il a envie de créer un fichier dans n'importe quel dossier en notre nom, il le fera. S'il a envie d'en supprimer, pas de problème, quel que soit le fichier. C'est là où justement j'ai un petit peu la petite crainte pour réguler tout ça, il faut vraiment se renseigner déjà sur la société qui a fait ça et si on peut avoir un accord direct et puis vérifier donc tout ce qui est aussi public, le nombre d'utilisateurs, ça peut aussi donner un indice, mais pas forcément. Enfin, pour moi, c'est assez dangereux en fait par défaut. C'est pour ça qu'en tout cas, ça nécessite une analyse à chaque fois. Là, afficher et gérer les données associées à l'application, il n'y a pas de problème. Afficher, modifier, supprimer des feuilles de calcul, au final, on peut déjà gérer tous les fichiers. Donc, je dirais que le premier, déjà, c'est un God mode pour le Drive. C'est hop, il n'y a pas de problème. On fait un peu tout ce qu'on veut. Donc, bon. Je complète, je vois la question d'Hervé dans le chat. Bonjour Hervé, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Effectivement, c'est toujours un peu nébuleux. Il y a des très bons outils dans ces outils-là, et puis il y a des choses faites par des développeurs indépendants dans leur garage, on dit toujours. Donc, les recommandations, ça serait de vérifier qui est l'éditeur. Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce qu'il a un site web? Est-ce que sur ce site web, il nous parle de politique de confidentialité? Est-ce qu'il nous parle de RGPD? Est-ce que l'outil est gratuit et payant? Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est souvent rarement une bonne idée de prendre un outil gratuit. Et puis, comme disaient Sylvain et Thierry, cet écran-là, il est super important. Quelles sont les permissions que me demande le développeur? Est-ce qu'il en a réellement besoin par rapport au service qu'il doit rendre? Et souvent, les développeurs se posent pas de questions. Ils demandent le maximum de droits pour pas être embêtés, alors qu'ils pourraient être beaucoup plus rigoureux. Donc, tout ça, ça allume des petites lumières verte, orange, rouge, et en fonction, on fait son choix. Donc, dans le conseil, c'est vraiment tout fermer et puis ouvrir par exception. À la demande, ouais. Ok, cool. Ou bien faire développer effectivement quand c'est des petits modules. Alors, on va parler de terminaux mobiles, comment gérer une flotte entreprise, une flotte bring your own device, et que se passe-t-il en cas de perte ou vol du terminal, Sylvain? Ou Nicolas, je ne sais plus. Oui, je vais prendre ce sujet, j'aime bien. Donc, c'est également un vaste sujet, difficile à traiter en quelques minutes. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la console d'administration, on a un MDM, Mobile Device Management. Donc, on a des écrans qui nous permettent de contrôler une flotte de terminaux mobiles. Mais ce n'est pas qu'un débat technique, en fait. C'est aussi un débat ressources humaines, juridiques, etc. On dissocie toujours, nous, la flotte de terminaux qui est fournie par l'entreprise. L'entreprise est propriétaire du téléphone, elle le donne à certains collaborateurs, et on va dire que là, on est en zone de confort. On va pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le MDM? On peut pousser des paramètres de configuration, on peut pousser des applications. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est en cas de vol ou de perte, on peut effacer le téléphone à distance. On peut remettre le téléphone aux paramètres d'usine, ou on peut uniquement effacer les données du compte Google professionnel. Le challenge également, c'est d'arriver à garantir que le profil pro est étanche par rapport à tout ce qui va pouvoir se passer sur le téléphone. C'est un petit peu le débat de tout à l'heure. Quand j'installe un jeu, est-ce que c'est normal qu'il demande à accéder à mes contacts, à mes mails, à mes photos, à mon drive, etc. alors que moi, je veux juste jouer, quoi. Mais voilà, on peut pas compter sur on a tous eu cette fenêtre qui apparaît quand on installe un jeu et on clique tous sur oui parce qu'on a envie de jouer, quoi, sans maîtriser les impacts derrière. Donc la console va nous permettre de nous prémunir de tout ça. Quand on est sur la flotte entreprise, on est en zone de confort, on va pouvoir créer un profil professionnel étanche, une liste blanche d'applications autorisées avec mon compte pro, et donc on est complètement sous contrôle, sécurisé. Après se pose la question du BIOD, le Bring Your Own Device. Est-ce qu'on autorise le collaborateur à utiliser son téléphone perso? Et là, effectivement, c'est un peu plus délicat. C'est son téléphone. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de pas faire sur son téléphone? Est-ce que je l'autorise ou pas à le connecter? Si je l'autorise à le connecter, ça va être difficile d'avoir cette bulle étanche,
parce qu'il y a des choses à installer sur le téléphone pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que souvent on adjoint aussi le service RH dans cette discussion-là, et que ça peut être dans la charte informatique ou un avenant au contrat de travail où on dit au collaborateur, bah, OK, on t'autorise à utiliser ton téléphone si tu le souhaites, on peut jamais l'imposer dans ce cas-là, mais voilà les règles du jeu. Sache que l'administrateur pourra effacer les données de ton compte en cas de vol, par exemple. Donc là, il y a un vrai sujet. Là, le MDM est super, hein, c'est très complet, mais il y a un vrai sujet, quoi. On a souvent la question des utilisateurs, ils ramènent leur mobile perso en entreprise, ils mettent leur compte professionnel. La question c'est, est-ce que l'entreprise peut accéder à mes données perso et est-ce que l'entreprise peut effacer tout mon téléphone? Alors, accéder aux données perso, non. On n'aura jamais accès aux SMS, aux photos ou que sais-je. Par contre, on peut... Alors, ça dépend si on est en mode configuration MDM basique ou avancé, mais si on est en mode avancé, on peut connaître la liste des applications installées sur le téléphone, on peut pousser des paramètres sur le téléphone, on peut effacer le téléphone à distance, effectivement. Donc, on peut faire pas mal de choses. Mais le mode basique, par ailleurs, bah, on a des trous dans la raquette en termes de sécurité, quoi. Donc, c'est un équilibre à trouver, pas évident, hein. C'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, on n'accédera jamais aux données personnelles. Oui. C'est certain. Merci. 9e question et avant-dernière, le journal d'audit, à quoi ça sert? J'ai découvert ça dans la console d'administration. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Qu'est-ce que je peux y trouver? Yes, alors justement, le journal d'audit, ça c'est très bien. Enfin, ça va regrouper plein d'audits particuliers. En l'occurrence, je suis super admin ou je suis admin, je fais des actions dans la console, tout est tracé dans l'audit, dans le petit rapport admin. Mais ce qui va être le plus intéressant dans les rapports d'audit, enfin, à mon sens, c'est vraiment l'audit du drive. Donc ça, c'est quelque chose qui va très régulièrement. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Là, on sait exactement tout ce qui va être fait, en fait. Donc, ça va nous servir pour savoir même, on peut même savoir si quelqu'un a ouvert le document, l'a consulté ou quoi que ce soit. Télécharger. Et donc, du coup, par exemple, à partir de ça, donc, on va non seulement pouvoir aider les utilisateurs qui nous disent que mince, j'ai perdu mon document, je ne le retrouve pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Donc, on va pouvoir déduire l'historique de ce qui s'est passé. On va retrouver donc d'après le nom du document ou l'identifiant ou la personne propriétaire, on va retrouver de toute façon le document, donc sur 6 mois glissants, et on va pouvoir donc retracer l'historique, redonner un lien à l'utilisateur vers son fichier, parce que c'est pas parce qu'on est super admin qu'on a accès au fichier. Ça, encore une fois, hein, il y avait juste les agendas qui étaient un peu un point particulier, mais pour le reste, c'est très clair. Et on va pouvoir aussi créer depuis ce même onglet des règles, des alertes. Donc, typiquement, j'ai envie, par exemple, de savoir si un document est partagé en mode public, donc s'il y a un changement de visibilité de mon fichier de privé à public, eh bien, j'ai envie, en tant que super admin, ou admin en tout cas, donc je choisis toujours la population à qui j'envoie l'alerte, je peux savoir qu'il s'est passé ce genre de choses. Donc là, typiquement, quand on publie vraiment sur le web, c'est même pas un partage par lien, là, c'est complètement allez-y, tout le monde. Donc, ça peut être une mauvaise manipulation, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, il faut être au courant. Donc, on peut mettre en place ce genre de choses. Et c'est vraiment basé sur exactement la recherche. On crée une recherche modèle. On va faire la petite cloche tout en bas, tout en haut à droite, qui va nous permettre de créer la règle depuis notre recherche. Et on va rajouter, on va customiser ses propres points d'attention pour notre pilotage et notre sécurisation de notre drive. Donc, typiquement, si un collaborateur vide sa corbeille, je peux me créer une alerte en tant que super admin et puis checker si tout va bien, quoi. Tu vas pouvoir regarder selon tous les événements qui vont arriver, effectivement, toutes les suppressions ou autres. Après, tu peux aussi te faire, en plus, en marge de la console, vu que le journal, là, il est constitué automatiquement. Après, c'est très simple en script ou même en développement, selon les compétences qu'il y a dans l'entreprise, d'aller s'appuyer sur tout ça et de faire ses propres alertes, en fait. On peut très bien imaginer une appli qui va chercher tout ça et qui va regarder régulièrement, est-ce qu'en une demi-heure, j'ai pas eu un téléchargement de plus de 1000 fichiers par la même personne ou quoi que ce soit. Après, c'est vraiment les besoins à avoir au cas par cas. On peut aller beaucoup plus loin que la console d'administration. En tout cas, tout ce qui est dans la console d'administration est récupérable et gérable par code aussi.
Et à partir de quelle licence c'est possible? C'est une question de CP. Le D-Drive est accessible dans toutes les versions de Google Workspace? Malheureusement, justement, avant, le G Suite basique, c'était pas possible au niveau de l'audit Drive. Et là, c'est pareil. Du coup, dès qu'on passe en Workspace Business Starter, ce n'est pas bon. Par contre, à partir de la Business Standard, ce sera OK. On peut bénéficier de cet audit Drive. Et je suis d'accord que c'est un outil qui est presque crucial. En tout cas. Merci Sylvain. Dernière question pour Nicolas, puis on répondra aux questions juste après. Google Vault, Data Loss Protection, comment se prémunir de la perte ou de la fuite de données? Ouais. Effectivement, on aurait pu le dire en préambule, mais selon que vous avez du Workspace Starter, l'entrée de gamme, ou de Enterprise Plus, la version plus luxe, la console d'admin, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Mais c'est aussi logique. Donc, notamment sur ce dernier sujet, la partie Vault et le DLP sont réservés sur les déclinaisons plutôt haut de gamme, les plus chères. Google Vault, j'ai l'habitude de dire, c'est la boîte noire du système. En fait, ça va garder une trace indélébile de tous les mails et les documents Drive qui transitent par la plateforme, y compris si l'utilisateur veut faire disparaître des choses, accidentellement ou mal intentionnellement. Donc Vault, en fait, on va avoir un écran pour faire une requête. On va dire, trouve-moi tous les mails de telle personne entre telle date et telle date qui contiennent tel mot dans le sujet. Boum, ça va nous ressortir les mails, même si la personne l'a supprimé il y a belle lurette et que le document a disparu que le mail a disparu de sa corbeille. Idem pour Drive. Donc à l'origine, c'est un module d'archivage légal. Par exemple, dans le cadre d'une enquête police judiciaire, vous pouvez être amené à devoir justifier que tel collaborateur, de sortir les mails de tel collaborateur entre telle période et telle période. Vous êtes peut-être soumis, selon votre secteur d'activité aussi, à des lois qui vous imposent de garder certains éléments pendant 5 ans, 10 ans, etc. Donc, dans Vault, vous pouvez dire, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, hein, on garde tout ad vitam aeternam, ou alors vous pouvez faire des règles de conservation par rapport à certaines caractéristiques pour dire je garde tel type de fichier pendant 5 ans, 10 ans, selon des règles. Donc ça, c'est pour se prémunir de la perte de données. Le risque, c'est toujours, si quelqu'un quitte un peu fâché l'entreprise, supprime ses mails, supprime ses documents, vide ses corbeilles, ça va être compliqué, quoi. Alors, on a une fenêtre de quelques jours pour restaurer les documents, mais c'est un peu une boîte noire et on n'a pas trop confiance dans ce système-là. Voilà, Vault, c'est ceinture bretelle, on a tout, c'est un vrai outil vraiment robuste. Après, l'autre sujet qui est un peu moins connu, qui s'appelle DLP, Data Loss Protection, donc ça qui est disponible uniquement dans les gammes Enterprise, les gammes entreprises. Je suis en train d'afficher justement le tableau Google Workspace, comme ça on voit bien que Vault est dispo qu'à partir de Business Plus. Voilà, Vault c'est Business Plus et dans les Enterprise, et DLP c'est que dans les Enterprise. Donc ça c'est pour se protéger de la fuite de données DLP. En fait, vous allez définir des règles en fait de détection de contenu. Alors le système arrive avec des règles prédéfinies. Par exemple, en France, on a déjà des règles qui permettent d'identifier un numéro de passeport, un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte d'identité. Et si un document, par exemple, contient ce type de contenu, on va pouvoir y associer une action du type « j'interdis de partager ce fichier avec un externe ». J'interdis d'envoyer ce document-là en pièce jointe dans un mail, ce genre de choses. J'interdis de télécharger le fichier. Donc, on a des règles DLP sur la partie messagerie et sur la partie Drive. Vous pouvez construire vos propres détecteurs de contenu. Donc, on va se baser sur ce qu'on appelle des expressions régulières qui vont vous permettre d'identifier des chaînes de caractères particulières au sein de vos documents en fonction des règles que vous mettez. Ça peut être un numéro de facture, ça peut être un numéro de compte client, ça peut être un numéro de... Donc, si tel contenu est détecté, j'associe une action de sécurité pour empêcher la fuite de données. Juste pour rebondir, pour le business standard, là, justement, ceux qui sont actuellement en G Suite Business et qui vont passer, donc qui voudront rester au même prix, pour le même prix, on perd quand même le Vault. Hein. C'est un point de détail, mais ça a un vrai impact. Et c'est vrai que le Vault, ça a déjà, on a déjà eu des cas, très clairement, où ça a sauvé. On gagne les fonctions mythes avancées, mais on perd le Vault. Et on perd le stockage illimité. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est encore gérable parce que c'est mutualisé. Donc, au centre du domaine. Très, très bien. Alors, merci à vous. Il reste des questions. Certains doivent démarrer à 14h. Je vais juste remettre cette petite diapo avec vos coordonnées. Hein, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Moi, je fais souvent appel à Géona sur tous ces sujets. Vous voyez, l'expertise, la maîtrise technique, c'est l'une des références
si ce n'est la référence sur ce sujet en France. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour tout ça. Alors, il y a plein de questions qui arrivent dans le chat et on va y répondre. Y a-t-il, Eric Bourges, y a-t-il un moyen d'imposer la déconnexion automatique en accord avec la loi? Alors, nativement dans G Suite, non. Alors, il est possible de déporter l'authentification vers un système de SSO. Et généralement, ces systèmes-là permettent de contrôler des plages horaires, des lieux de connexion, beaucoup de règles. Donc, le principe, en fait, est d'avoir un outil tiers qui gère le SSO et on va faire déléguer l'authentification de la plateforme G Suite à ce système de SSO. Et là, on a beaucoup plus de possibilités. Ouais. Mais nativement, dans la console G Suite, non, Google est dans l'ADN du Anywhere, Anytime, Any Device. Il n'y a pas de bridage possible. En tout cas, pas pour l'instant. Et j'ajouterai quand même un tout petit point de détail. Plus on va rajouter des systèmes tiers, plus là ça veut dire qu'on va passer par ce système-là avant d'arriver chez Google. Donc, techniquement, si ce système-là défaille, on se rajoute de l'indisponibilité. Voilà, c'est ça. Point of failure. Cool. Question de Jordan. Quand il y a un mix dans les plans, qu'est-ce que voit un admin dans le journal d'audit? Oui, l'audit du Drive, pour le coup, clairement, il est dédié à tous les utilisateurs qui sont dans ces licences. Et c'est vraiment la licence qui fait foi. Et donc, même si on a la fonctionnalité d'audit de console Drive, d'audit Drive, on a l'audit Drive pour les utilisateurs qui ont la licence business, du coup, standard. Standard ou plus. Ou plus, oui. Question de JC, quand j'installe une application, il y a la possibilité de l'installer pour le domaine ou individuellement. Je n'arrive pas à l'installer individuellement alors que j'ai les droits d'administrateur. Comment faire? Il me semble qu'il y a un petit message qui s'affiche d'ailleurs là-dessus et que nous recommande en tant que super admin ou admin de l'installer différemment, si je ne me trompe pas. Sinon, j'ai plus le truc complètement. Ça, c'est un cas particulier, c'est un peu difficile de répondre. Ouais, sinon, c'est par défaut. Quels sont les contrôles à effectuer avant de valider un module complémentaire ou une extension Chrome sur notre domaine? Donc ça, c'est une question de Fanny. Elle doit être RSI, quelque chose comme ça. Et du coup, elle se dit, il y a des utilisateurs qui me demandent dans ma boîte des choses. Et c'est quoi la checklist pour que je m'assure que c'est à peu près propre? Ça rejoint la question d'Hervé tout à l'heure. Première chose, c'est de vérifier qui est l'éditeur. Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce qu'il nous parle de RGPD? Est-ce qu'il a une politique de confidentialité? Est-ce qu'il a une grille de tarifs? Juste en lisant le site web, déjà, ça donne pas mal d'indications. Après, Sylvain l'a dit, est-ce qu'il vaut mieux prendre un outil tiers qu'on maîtrise, surtout quand on ne sait pas trop d'où il sort, qu'on ne maîtrise pas? Et ça se trouve, en 10 lignes de code, on fait la même chose. On le voit souvent dans les modules complémentaires qu'on peut adjoindre à Docs ou à Sheets. C'est du niveau d'une macro de quelques lignes, quoi. Donc, pourquoi prendre un risque pour quelques lignes de macro? Ouais. Après, c'est toujours un équilibre entre l'usage et la sécurité. Alors, nous, on passe pour des ayatollahs de la sécurité, mais on ne peut pas non plus laisser ouverts tous ces modules complémentaires sans contrôle, quoi. À savoir qu'une extension, le principe d'une extension, c'est que ça va analyser la page qui est en cours qui s'affiche dans le navigateur. Donc, c'est un mode où, en gros, il a accès, on peut modifier en live tout ce qui s'affiche. C'est un accès qui est un peu ultime. Question de Catherine sur pourquoi ce besoin de changer de mot de passe aussi souvent. Vous en avez parlé, c'est les tests de force brute. Ouais, après, il y a plusieurs écoles là-dessus. Je ne sais pas, Nico, ce que tu en penses, mais on n'est pas obligé de forcer le changement de mot de passe. La vraie préco, c'est la double authentification, en fait. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'un mot de passe, le plus complexe soit-il, n'est pas sécurisé. Vous connectez au Wi-Fi public de l'aéroport, vous pouvez avoir un keylogger sur votre machine, on peut se faire pirater super facilement. Donc, il y a la double authent qui est une vraie sécurité, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il est possible de dédier X gigas par drive, sur le drive par utilisateur? Est-ce qu'on peut plafonner un petit peu Non, en fait, le stockage est, quand vous êtes en starter, vous avez 30 gigas par compte. Quand vous êtes en standard ou plus, on est en stockage mutualisé. Donc, si vous avez 50 comptes standard, vous avez en fait 50 fois 2 Tera de stockage. Mais on peut pas brider un utilisateur. Non, on peut toujours se mettre des alertes ou se programmer des alertes là-dessus, mais on ne peut pas brider. Non. Bon, on a fait pas mal le tour des questions. Je ne sais pas s'il en reste, c'est le moment de les poser. Après, c'est des questions qui reviennent. Bon, non, je pense qu'on est pas mal en termes de questions. Il reste le groupe Facebook, si vous reste des questions.
Je vous remets le lien dans le chat tout de suite, comme ça vous pourrez poser vos questions sur ce groupe où il y a à peu près 800 membres qui s'entraident. Je vous mets ça ici. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, un grand merci Nicolas et Sylvain pour effectivement ce sujet pertinent. Puis je désactive le partage d'écran. Et en tout cas, on se rend compte que la sécurité, c'est un vrai sujet. On ne peut pas prendre les choses à la légère et que souvent, quand on est tout seul en direct chez Google, là-dessus, on n'a pas de préco, on n'a pas d'aide, on n'a pas de guide. Et avoir un revendeur, c'est top. Ou faire appel à votre expertise, c'est possible aussi, même si on n'a pas les licences chez vous. Et ça, c'est génial parce que ça peut sauver la boîte. Ça peut, je ne sais pas si vous avez des petites anecdotes à raconter, peut-être un audit dans des grands groupes, vous avez découvert des trucs sans citer de nom, mais... Quand on fait un audit, on demande toujours un compte SuperAdmin et on demande toujours un compte lambda, utilisateur lambda de base. Et c'est dingue ce qu'on arrive à faire avec un compte lambda. Donc on a déjà réussi à aller lire effectivement les agendas de la comité de direction, d'accéder à des Google Groups avec des informations ultra sensibles dedans, de R&D ou de fusion-acquisition de sociétés, enfin, dans des grands groupes, qu'on peut évidemment pas citer. Mais... Bien sûr. Voilà. C'est le danger du SaaS. Je laisse ma carte bleue, j'ai un compte, mais mon login mot de passe et ça y est, ça roule. Mais oui, si les 10 sujets qu'on a évoqués aujourd'hui vous parlent pas, il faut absolument s'y pencher. Vous avez un produit qui s'appelle l'audit de la console d'admin. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Comment ça se passe? C'est un peu comme un contrôle technique. Je dépose ma voiture et puis vérifie un certain nombre de points. Oui, effectivement, c'est une prestation qu'on propose. Ça permet, alors chez nos clients, on pense que c'est à peu près bien paramétré, mais quand la société est en direct avec Google ou chez un confrère, sans animosité quelconque, ça vous permet d'avoir un œil externe en fait qui se pose sur votre console d'admin et on sait où on arrive rapidement à mettre le doigt là où ça fait mal. Et donc en 2-3 jours, selon la taille de l'entreprise, mais en quelques heures ou quelques jours, voilà, on fait une revue complète de la console d'admin sous un angle sécurité. On pointe du doigt les défauts et puis on remet un rapport avec les recommandations pour revenir dans le droit chemin. C'est surtout, c'est pas forcément en plus des mauvaises pratiques, parce qu'en plus on a même des confrères qui sont très bien aussi. Mais pour le coup, c'est que vu que ça évolue beaucoup au niveau des fonctionnalités, on l'a vu, Google Groups, autant c'était tortueux et on pouvait faire plein d'erreurs. Maintenant, on en fait un peu moins, mais il y a d'autres choses qui sont sorties et du coup, il y a d'autres bonnes pratiques. Ça évolue au fil du temps. La console d'admin évolue sans cesse. De faire une petite piqûre de mise à jour, au moins une petite revue de l'essentiel. Cool. Bon, merci à vous. Un excellent week-end. N'hésitez pas s'il reste des questions. Et puis demain, c'est des exercices pratiques sur Data Studio pour découvrir cet outil génial aussi. Ciao, ciao. Merci Thierry de ton invitation. Merci à tous. Salut. Au revoir. Au revoir. Bientôt.